Notre invité cette semaine, Henri-François Gautrin. Henri-François Gautrin, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à Mémoire. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité et de pouvoir revivre avec vous une partie importante de ma vie qui s'est faite justement ici dans le cadre de l'Assemblée nationale. Avec Merci de plaisir. m'avoir invité. Avec plaisir. Alors justement, partons du début. Comment est-ce que vous décririez votre enfance, votre vie familiale? Ah, bon Dieu, alors voici mon enfance. Moi, je suis né d'abord, comme tout le monde, dans le nord de la France, dans la région minière du Pas-de-Calais. Mhm. Et nous sommes, mes parents, venus au Canada quand j'avais 14 ans. Donc j'ai, après, grandi ici, fait une partie de mes études à l'Université de Montréal, à McGill. Après, j'ai fait mon doctorat en Europe. Bon, on a assez rapidement trouvé, on s'était logé en quelque sorte, non pas à Montréal, mais à Laval, OK. qui à l'époque, donc dans les années 50, Mhm. n'était pas la banlieue qu'elle est Oui. aujourd'hui, Mhm. mais était un peu reculée ou quoi que ce soit. Et c'était déjà tout un problème de partir avec mon père, qui lui travaillait à Montréal, Mhm. de passer, il n'y avait pas d'autoroute, et d'aller au collège. On était au collège Stanislas, mon frère et moi, et mon père nous reprenait le soir, etc. Mhm. Voyez-vous. Une organisation familiale déjà. Qui était assez structurée, voyez-vous, etc. Votre famille était, vous venez d'une famille scientifique. Scientifique, mon père était ingénieur. Ma mère n'était pas scientifique, mais était intéressée. Mhm. Quand elle travaillait, elle était professeure de gymnastique, ma OK. mère. Mhm. Et bon, c'était un peu cela. Moi, j'ai fait une carrière scientifique, etc., pour toutes sortes de raisons. Et j'y étais intéressé dès que j'étais très jeune, hein, etc. Ouais. Et vous êtes arrivé ici donc à À 14 ans. 14 ans, Ça oui. veut dire que vous étiez, vous aviez déjà un groupe d'amis en France, dans votre lieu de naissance et vous avez été un Que peu. nous avons quitté, Oui. absolument. Mmh. Et c'est toujours difficile à Ouais, ça a 14 été ans de dur. quitter disons, ses Cercle connaissances et d'amis. ses amis, etc. Mais ça fait des choses à laquelle on s'adapte. Oui, j'imagine. Les jeunes ont une facilité d'adaptation Mmh. assez grande, oui. Mmh. Est-ce que la science a marqué votre Tout à jeunesse fait. au point de vouloir en J'étais faire? ouais, bah, tout à fait. Je regarde parce que c'est amusant, je regarde, par exemple, ce que je recevais comme cadeau de mes parents, et cetera. Ah ouais. Au début, moi, j'étais très intéressé par l'astronomie. Bon, je ne suis pas devenu un astronome, ni un astrophysicien, mais j'étais intéressé par l'astronomie. Et donc, j'ai encore une collection de ce qu'étaient les livres que mes parents, pour mon anniversaire, m'offraient à Mmh. l'époque. Alors oui, ce désir de comprendre le monde autour de moi était quelque chose d'important, et j'en ai fait une carrière. Mmh. Votre père était ingénieur et à quoi travaillait-il Alors mon ici au père Québec? venu et nous sommes venus au Canada pour 6 mois, il est toujours resté après, et cetera. Mais mon père était un expert sur le béton précontraint et il est venu sur la construction du boulevard métropolitain, qui était à l'époque la rue Crémazie, le boulevard Crémazie, et pour la partie surélevée, en quelque sorte, du boulevard D'accord. métropolitain. Le béton précontraint, c'est du béton sur lesquels, on les met sous tension en même temps qu'on est en train de le couler, ce qui lui donne une plus grande résistance. Mmh. Donc il a travaillé après sur Alors, d'autres il a travaux. travaillé ensuite, bon, il travaillait pour une compagnie qui s'appelait la compagnie Janin. L'autre site, de là, il est passé c'était la construction de l'autoroute, donc il y avait des ponts à faire sur l'autoroute, il a fait quelques ponts.
Et ensuite, cette compagnie a pris de l'expansion Mmh. et en particulier, on était restés, nous, à Montréal, mais lui, il a travaillé à la construction du port de Port-Cartier sur la côte La nord, Côte-Nord. que c'était très drôle parce que le port de Port-Cartier s'est fait, on a d'abord creusé un grand trou, puis après c'est devenu, un port et cetera pour, l'exportation du minerai de fer en particulier. Est-ce que vous y êtes allés? Vous avez Non, vécu non? j'y suis allé après, OK. lorsque j'ai déjà fait oui, j'ai comme ça, étant donné que j'ai eu une carrière politique aussi dans Mmh. toutes sortes d'affaires, j'étais après sur la côte Mmh. nord, bien sûr, mais quand j'étais jeune, non, je ne suis pas OK. allé. Mmh. Alors, vous choisissez les études scientifiques, est-ce Absolument. que vos parents vous y poussaient? Est-ce que votre Non, non? bah, mon père aurait voulu que je sois, ingénieur, j'ai été plus dans les questions plus théoriques. C'est comme ça que j'ai à la fois un bac au début, c'est comme universitaire, puis Oui? disciplinaire en physique et en mathématiques. Mmh. Et ensuite, bon, bah, j'ai poursuivi. J'ai une maîtrise de l'université McGill en physique théorique et je suis retourné après en France où je suis docteur. J'ai fait un doctorat à ce moment-là en physique et en mathématiques aussi, Mmh. sur les questions qui touchent les problèmes de cohérence en optique quantique. En optique quantique. En optique Ouais, quantique, oui. spécialisé et vous avez fait des études de sciences politiques? Alors, j'ai fait quelques études de sciences politiques au passage, quand j'étais en France, oui, parce que ça m'intéressait aussi, ça m'a Oui? toujours Mmh. intéressé. Et on a fait plein de choses à ce moment-là. Tiens, au niveau de l'anecdote, c'est très drôle de ce passage quand je faisais mon doctorat. On a créé en France l'AGECAF, l'Association générale des étudiants du Québec en Mmh. France, qui avait un conseil d'administration de 5 personnes qui ont tous fait de la politique. Ah ouais. Le président était Bernard Landry, Mmh. le premier vice-président et le vice-président était Yves Duhem, la secrétaire était Louise Baudouin et le trésorier était moi. Intéressant. Regardez, après tout le monde s'est retrouvé, ou plus pas retrouvé. Pas nécessairement dans le même parti, mais ça, Oui, c'est oui. une autre Ouais. histoire. C'est une autre histoire. Mais quand vous revenez, vous commencez à enseigner, devenir Alors prof de maths. voici, j'ai commencé, c'était la grande époque où on avait, parce qu'après, il y a une facilité de trouver des emplois. Mmh. Oui, j'ai enseigné sans avoir encore. J'ai commencé à enseigner en 69 Oui. et j'ai soutenu ma thèse, parce que c'était une grande thèse, en 71, Sur quoi vous avez fait votre thèse? sur les cohérences en optique quantique. OK. Vous avez enseigné pendant 20 ans. À quel Et endroit vous avez à enseigné? l'Université de Montréal, au département de mathématiques de l'Université de Mmh. Montréal, où j'ai, en particulier après, bon, j'ai fait à peu près toutes les choses possibles à l'université, en particulier participer en grand à la constitution et à la création du syndicat des professeurs de l'Université de Montréal, dont j'ai négocié la première convention Oui, collective. alors là, la politique vous attrape finalement. Absolument. Oui. Ben, bon, je vous explique après. La politique m'attrape d'une drôle de manière. C'est-à-dire, au moment des événements des années 70, Mmh. on avait créé, pour un certain nombre d'intellectuels, une association pour la défense des droits qui était bafouée à l'époque je ne sais pas si vous vous rappelez les événements de Vous parlez 70. de la crise d'octobre. Oui. Absolument. Et là, à ce moment-là, c'est le NPD qui m'a recruté à ce moment-là et j'étais candidat dans le comté d'Outremont en Mmh. 1972. Mmh. Je succédais à Denis Denis Lazure. Lazure, qui avait été, lui, candidat dans Outremont en 1968. Mmh. Mais donc, revenons en arrière de quelques années. Allons-y. Vous étiez en octobre 70, vous devenez en fait secrétaire général du Comité québécois de défense des droits et libertés. C'est de ça que vous parliez tout à Oui, l'heure, ben, de votre je ne sais engagement? plus si j'avais ces titres-là, mais enfin, Ben, apparemment oui. alors ça c'est bien. Alors ça, j'en sais. Vous savez, j'ai eu plein de titres dans ma vie que je ne me rappelle plus, mais ça a été ça qui a été en quelque sorte l'introduction dans la vie politique
Et à l'engagement syndical, Et vous diriez? l'engagement syndical a été de plus grande histoire. Parce que Oui. déjà, lorsque faisais mon doctorat en France, et j'étais chercheur à ce moment-là, et j'ai été aussi associé au syndicat national de la recherche scientifique. Vous parlez de cette première convention collective, Oui. racontez-nous en quelques mots, comment on Alors, fait pour écrire une convention alors voici, collective de zéro? ça se fait toujours. Il faut dire la vérité. On part pas de De zéro. Il zéro. existait déjà à l'université de Montréal un certain nombre de pratiques Mmh. qui étaient des pratiques de gestion du personnel, Mmh. et etc. Donc, ce qui se fait, c'est que la rédaction d'une première convention collective, c'est soit modifier certaines pratiques que les gens veulent améliorer, soit codifier ou écrire réellement des pratiques qui étaient tacitement appliquées et qu'on Mmh. veut à ce moment-là formaliser Mmh. dans un texte. Et en troisième lieu, il y a aussi à chaque fois, et ce qui intéresse aussi les gens bien sûr, c'est les augmentations salariales. Oui, évidemment. Eh Donc bien, c'est important parce que si vous voulez recruter, vous le regardez, la manière de rétribuer en quelque sorte mmh les gens est une chose importante. C'était une époque, florissante, Ça a été une époque florissante et ça a été une époque ici au Québec particulièrement d'ouverture sur la connaissance et à la fois dans l'ouverture du monde universitaire, où vous aviez les universités, disons, plus traditionnelles, qui étaient l'Université de Montréal, l'Université McGill, et la création du de réseau l'UQAM. non, le réseau de Oui, l'Université du Québec, oui, qui effectivement. incluait évidemment l'UQAM à l'intérieur, Mmh. mais d'autres Justement, oui. composantes à l'intérieur, et qui a en particulier régionalisé l'accès à la connaissance au Québec, ce qui est en soi une chose importante. Bon, Et on pourra discuter et des universités. vous étiez particulièrement sensible puisque vous Absolument, étiez, oui, non, non, il y a pas, vous avez parfaitement raison, et mmh, c'était important, et ça a été extrêmement important. Il y a eu des, et je parlais, par exemple, à certains collègues, ce qu'étaient nos universités au début des années 60 et ce qu'elles sont devenues, c'est un énorme bond en avant et qui a été fondamental pour l'avenir de la société québécoise. mmh. Donc, vous avez été impliqué avec le NPD comme vous l'avez dit et Oui. quelle était la situation du NPD à l'époque? Alors le NPD, qui était le NPD Québec dans sa section, était, comme toujours ici, avait hérité de ce qu'était le CCF, Oui. n'avait à peu près pas d'élus, premièrement. Deuxièmement, était particulièrement actif et n'était actif que sur la scène fédérale, Mmh. n'était pas présent ou l'a été très peu présent sur la scène provinciale. Bon, ça restait euh, peu présent sur la scène politique provinciale, importante sur la scène fédérale. Et on pourra longtemps débattre pourquoi ça ne s'est pas plus implanté, mais ça, c'est une autre question. Mais vous en êtes quand même devenu le président, hein? J'en suis devenu, alors j'étais candidat en 72, j'en suis devenu le président en 73. J'ai été candidat dans Longueuil en 60, j'ai fait les élections, vous savez, Oui. en 74. Ensuite, là, quand vous êtes un petit parti, vous êtes sujet à toutes sortes de groupes qui veulent entrer et qui veulent aller dans toutes sortes de directions. Mmh mh. Il s'est passé le phénomène suivant, c'est que l'élection du Parti québécois en 1976 Mmh. a vidé en grande partie le NPD de ses militants potentiels. Oui. Et ça fait, par exemple, que bien souvent, je me suis retrouvé sans soldat derrière, c'est-à-dire un Mmh mh. capitaine sans soldat. Mmh. J'ai
À un moment, mais ça n'a pas abouti, voyez-vous. Mais avant l'élection de 74, j'avais rencontré René Lévesque en disant est-ce que le Parti québécois, on pourrait travailler ensemble? C'était une chose qui était potentiellement ouverte de sa part. Les témoins des gens qui étaient derrière, et ça s'est pas concrétisé à cause de certaines personnes qui ne voulaient pas s'impliquer de cette manière-là. Mmh. Puis vous aviez pas la même option non plus, ça c'est sûr. Absolument, absolument, vous avez tout à fait raison, Mmh. sur le plan constitutionnel. Oui, c'est ça, exactement. Mais sur le plan social et Voilà, sur le plan économique, il y avait des oui, parentés qui étaient claires. Mais c'était évident, sur le plan constitutionnel, vous oui. n'avez pas. Euh, mais ça a été une période où on aurait pu faire, mais ça ne s'est pas passé. Vous vous êtes présenté dans Mercier? Alors là, c'est autre chose. C'est justement ce qui était, comme je vous parlais tout à l'heure, et je le reviens là-dedans. Mmh. J'ai été donc soumis à une stratégie de gens qui voulaient que le NPD se présente sur la scène provinciale. J'étais candidat, moi, dans Mercier avec d'autres personnes. Il n'y a pas eu un grand succès, mais je partage avec Robert Bourassa d'avoir été battu Oui. dans le comté de Mercier à l'époque. Alors c'était amusant, enfin, c'est sur le plan anecdotique. Euh, Michel Bourassa était une amie de Nathalie Gautran, qui était ma fille. Alors, elles avaient toutes les deux des pères qui avaient été battus dans le comté, avec des fonctions et des postes bien différents, mais Mais quand même, mais vous avez été battu par, Gérald Godin. absolument. Est-ce que vous aviez des liens avec lui? Alors oui, alors là, ça peut remonter encore. Oui. Faut remonter. Remontons. Remontons, si vous voulez, de ce qui était ce que j'appellerais, entre guillemets, la gauche montréalaise des années 60-70. Alors, il y a la création du journal Le Jour et le Québec Presse de notre côté. Mmh. Il y a plein de choses que j'ai connues, etc. Mais c'était des gens, qui, lui, Godin et ses camarades avaient quand même une activité, je dirais, une implication intellectuelle qui devait vous Ah, rejoindre? tout à fait. Oui. C'était des gens, c'était. Ben, disons que, après, moi, j'ai reconnu, après, je l'ai reconnu quand il est devenu à l'Assemblée nationale. On a changé, on a siégé ensemble, Mmh. etc. Euh, Évidemment, mais moi aussi, je suis d'accord. C'est-à-dire, c'était un poète, Oui. et moi, je suis un scientifique, mais il y a beaucoup de similitudes Mmh mh. entre la poésie et la beauté des mathématiques. Et la beauté de la poésie, ce sont des choses où l'originalité doit être à la recherche de Oui. l'originalité. Mmh. Alors en 1980 arrive le référendum et vous êtes, président du comité pour le non dans le comté de René Lévesque, en Absolument. Alors, il faut plus. que je vous explique. Là, avant ça, il y a eu la constitution, Oui. du comité pro-Canada, Mmh. dans lequel moi, je représentais le NPD au sein de ce comité. Alors ça a été. Et là, la structure, il y avait deux comtés. On était au début, les libéraux provinciaux voulaient contrôler à peu près la majorité des comtés, sauf les comtés qui les intéressaient pas. Ouais, ça. Donc c'est comme ça qu'on m'a envoyé, moi, dans Longueuil. Et un autre personnage que vous allez revoir aussi, qui était Gérard Latulippe, qui lui était venu du Parti conservateur et qui a été se présenter, je crois, dans je ne sais plus exactement, je pense à Montréal, mais je ne sais pas si c'était Sainte-Marie ou quelque chose comme ça à l'époque. Après, qui était président du comité du non. Alors c'est très drôle, hein, parce que j'ai vu la tête que j'avais à cette époque-là, je n'avais pas tellement une tête, euh, disons, classique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je portais la barbe, etc. J'étais habillé ben, comme on peut être comme professeur d'université, Oh oui. etc., qui était moins classique. Mais c'était, une petite parenthèse, sur les professions justement de la classe politique de l'époque. Il y avait quand même
beaucoup de profs, de Absolument, chercheurs, de absolument, médecins. absolument, Mmh. absolument. Vous avez tout à fait raison. Plus qu'aujourd'hui. Oui, non, non, tout à fait raison. Ben, alors ça correspond à l'éveil, en quelque sorte, Ouais. d'une société, ou à l'éveil de la connaissance Mmh. dans des champs de compétences scientifiques, médicales, et aussi cet éveil de la connaissance dans les années 70 a amené une forme d'implication politique aussi, OK. qu'on pouvait analyser d'une manière ou d'une autre. L'objectif, et moi j'ai connu beaucoup de personnes en politique, la très grande majorité des gens sont des gens, d'une part, honnêtes, et d'abord qu'ils ont une volonté d'agir pour le bien de la population. Alors, l'analyse du bien de la population Oui. peu différente Mmh. des uns et des autres, Mmh. ça fait partie du débat politique, mais ça reste d'abord, et vraiment dans la très, très grande majorité, vous avez des gens qui étaient sérieux et qui travaillaient beaucoup. Mmh. Et ça, c'est un élément important dans ce que j'appellerais l'éveil politique au Québec. Et social. Et social, bien Ouais, sûr, mais ouais, c'est très lié ouais, entre les deux, tout hein. à fait. La Heu, politique est d'abord, essentiellement, des gens pour le monde. C'est un truc pour le monde. Et vous vous rappelez, hein, c'est aussi la politique qui est d'abord locale aussi. oui. Ça, c'est un élément qu'il faut toujours. La politique est locale. Et c'est pour ça qu'on insiste, et on a, dans les démocraties, d'avoir des gens qui soient aussi élus localement, et non pas des professionnels qui peuvent faire peut-être mieux que les gens qui sont Mmh. locaux, mais il est important de maintenir cet enracinement dans le local actuellement. C'est l'époque aussi où vous allez rejoindre, le Parti libéral? Ah, voici. C'est un peu, si vous me permettez, je vais Bien vous sûr. raconter ça autrement. C'est que, étant donné que je perdais, moi j'étais, prenez un peu la comparaison, un capitaine dans les soldats disparaissent, et alors là, je n'avais quasiment plus personne, et là, on m'a recruté dans le Parti libéral, qui a été Monsieur Ryan, qui m'a recruté comme tel en disant, je crois il m'appelait d'ailleurs François, lui. Il m'a jamais appelé Henri, il avait comme s'il avait Il avait une oublié le mot, le et non, premier non, mot. alors il m'appelait François. C'est bon comme ça, c'était comme ça. Que si je pouvais le rejoindre, et cetera, et j'ai très rapidement été nommé à la commission politique du Parti libéral, puis j'ai continué dans ce sens-là. Mmh mh. Mmh. Comment c'était de travailler avec monsieur Ryan? Spécial. Mais encore? C'est spécial, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui écoutait, et qu'il écoutait, faut 1er plan, monsieur Ryan, mais lorsqu'il avait fait son idée, ou et cetera, il n'en changeait pas. Mmh. Monsieur Ryan était à la fois quelqu'un qui analysait, et cetera, et qui avait son opinion, et quand il l'avait établie. Mais avant, alors c'était un peu cette déformation qu'il avait d'avoir été un éditorialiste au Devoir, qui avait une énorme influence. Mmh. Et donc, mais une fois qu'il avait écrit dans un sens ou dans un autre, il, euh, il n'a changé pas. Ouais. Donc il vous avait trouvé tenace et inspirant pour, pour Oui, avoir tenace et besoin de lui? inspirant, oui, ben c'est sûr. Ah, c'est parmi les choses gentilles qu'il avait dit. Je me rappelle de l'élection de 74, où il avait fait un commentaire en faveur de l'élection fédérale. Et il a dit, néanmoins, il serait utile que l'on puisse élire des personnes, et je faisais partie des quelques personnes Ah oui. qu'il avait suggéré qu'elles devaient être élues, éventuellement. Mmh. Henri-François Gautrin, merci pour ces entretiens. Je vous remercie, Pascal, vous avez été extraordinaire. Merci.